L'Iran, un pays dont on parle beaucoup en ce moment. En 1979, la révolution iranienne, appelée aussi révolution islamique, met fin à l'état impérial et transforme le pays. Aujourd'hui, on revient sur cet événement qui a bouleversé tout le Moyen-Orient. On y va. Avant de commencer ce périple en Iran, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On vous remercie. Évidemment, on ne peut pas traiter un sujet comme celui-ci sans parler un petit peu du contexte. En 1940, le Reza Shah Pahlavi, à la tête du pays, est forcé d'abdiquer à cause de l'invasion des Britanniques et des Soviétiques. Et c'est le Shah Mohammad Reza Pahlavi qui prend la relève. Le nouveau Shah a du mal à imposer son autorité, notamment envers son premier ministre Mohammad Mossadegh, qui mène une politique nationaliste. La CIA et le M16 mettent en place un petit coup d'État dont ils ont le secret, et renversent le Premier ministre tout en consolidant le pouvoir du Shah acquis à leur cause. Mais ce coup de force n'arrête pas les critiques. Au contraire, cela les attise. Les Iraniens sont excédés par la corruption et la violence de la SAVAK, les services de renseignement iraniens. L'opposition et le mécontentement augmentent de tous les côtés. Il y a les intellectuels laïcs et libéraux, les mouvements populaires et les religieux qui prennent de plus en plus de place. Le chef de file de ce mouvement, vous le connaissez au moins de nom, l'Ayatollah Khomeini, dont on reparlera. En 1964, il est arrêté et exilé. Son parti subit la répression et on estime à plusieurs milliers le nombre de victimes, de morts. Pour faire face à cette contestation populaire, le Shah décide de minimiser l'apport de l'islam. Le calendrier solaire ne démarre plus avec l'hégire, le départ de Mahomet de la Mecque vers Médine, mais par l'ascension au trône de Cyrus le Grand. Les publications religieuses sont quant à elles censurées. C'est ce qu'on appelle la Révolution blanche, qui comprend également le droit de vote pour les femmes et la fin du système agraire en vigueur, qui favorisait les grandes possessions terrestres, souvent détenues par le clergé. La réforme ne fonctionne pas terrible, et la population pauvre, très religieuse et rurale, s'oppose à l'impérialisme étranger. Ils souhaitent revenir à un mode de vie moins occidental et plus proche de l'islam. Différents mouvements politiques ou sociétaux commencent à se former. Le Front National, regroupement de notables et de libéraux urbains, dirigé par Mohammad Mossadegh. L'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien, un groupuscule d'extrême gauche. Le Parti communiste iranien, Toudeh, qui possède une base chez les ouvriers, forcément. Et l'organisation marxiste Fadayan et Khalq, qui rassemble étudiants et ouvriers. Une opposition toujours plus nombreuse, et il faut donc répondre. En 1961, le Shah organise l'anniversaire des 2500 ans de la fondation de l'Empire perse. 3 jours de festivités, avec plusieurs centaines d'invités étrangers et dont le coût fait polémique en Iran, et contribue encore à ternir l'image du Shah. La situation est donc tendue, mais elle est gérable, et le régime continue de se maintenir. Mais jusqu'à quand ? En 1977, le président américain Jimmy Carter fait pression et menace d'arrêter les livraisons d'armes si l'Iran ne respecte pas un peu plus les droits de l'homme. En quelques semaines, l'Iran libère plus de 300 prisonniers politiques. Et surtout, la censure est clairement diminuée. Ce qui permet à l'opposition de prendre du poids, et notamment le mouvement pour la liberté de l'Iran, proche du Front National iranien. Ce nouveau parti, dirigé par Mehdi Bazargan, connaît rapidement un grand succès national, et encore plus à l'étranger. Dans l'opposition, il y a également Ali Shariati, un professeur révolutionnaire qui souhaite établir une justice sociale dans le pays. Il devient rapidement l'opposant le plus célèbre du Shah, jusqu'à son assassinat à Londres en 1977. C'est alors Khomeini qui devient le leader de la révolution. Il s'installe en Irak et fin 1977, son fils est retrouvé mort, probablement assassiné par la police secrète du Shah. Tous ces groupes d'opposants mènent leur résistance depuis l'étranger, Londres, Paris, l'Irak et la Turquie. Le Shah commence à comprendre, ça sent mauvais. La contestation est de plus en plus forte, la révolution approche,
il le sent. Il demande alors de l'aide à ses alliés américains, et ceux-ci l'informent de leur soutien total. Mais certains officiels pensent tout de même que le Shah devrait partir. Et s'ils le soutiennent contre une potentielle révolution, ils ne sont pas sûrs d'intervenir. On verra ce qu'il en sera plus tard. D'abord, les protestations, et maintenant, ça monte d'un cran. Les événements vont basculer une première fois en 1978. Jusqu'alors, l'opposition au Shah était principalement le fait de la classe moyenne urbaine et plutôt laïque. Ils étaient opposés au pouvoir presque absolu du Shah et à la dictature. Ils souhaitaient une forme de monarchie constitutionnelle. Mais les premiers à unifier la colère populaire et à rassembler les masses, ce sont les groupes islamiques. En janvier 1978, une grande manifestation est organisée en soutien à l'ayatollah Khomeini. La répression est sévère et plusieurs étudiants sont tués. Pour rendre hommage à ces étudiants, de grandes marches symboliques sont organisées. Elles seront également réprimées, causant cette fois-ci une centaine de morts. Il y a donc d'autres marches, puis d'autres répressions, et donc d'autres morts. Les manifestations s'aggravent et des hôtels de luxe sont envahis et pillés. Cela coûte de l'argent et l'économie du pays en prend un gros coup. À l'été 78, le gouvernement déclenche des mesures d'austérité. Annulation de tous les projets publics et surtout, gel des salaires. Quand vous commencez à priver les gens de leurs revenus et qu'ils ne peuvent plus manger à leur faim, c'est là que les révolutions commencent. En septembre 78, les manifestations s'enchaînent. Elles sont de plus en plus massives et de plus en plus compliquées à gérer. Le Shah passe au niveau suivant et introduit la loi martiale. Désormais, toute manifestation est interdite. Le vendredi 8 septembre, une énorme manifestation a lieu à Téhéran. Au départ, le Shah ne souhaite pas utiliser la force, option choisie par la SAVAK. Cela risquerait de déboucher sur un bain de sang. Le problème, c'est que les forces de l'ordre n'ont pas les moyens ou le matériel adapté, comme du gaz lacrymogène ou des lances à eau. Ils ne peuvent donc pas contrôler les mouvements de foule, et la situation dégénère. On parle de millions de manifestants. Le Shah décide de faire appel à l'armée, qui, elle, peut utiliser la force. Ce jour sera connu sous le nom de Vendredi Noir. La répression fit 87 morts et 205 blessés. Officiellement, parce que l'opposition, elle, compte près de 4000 morts. À partir de ce jour, la population est de plus en plus unie contre le Shah et son gouvernement. Même les alliés internationaux se détachent et condamnent le Vendredi Noir. Un mois plus tard, de grandes grèves générales ont lieu dans tout le pays. Les industries sont fermées et les pétroliers bloqués. On sent que ça va pas bien finir. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. En décembre, chaque jour, il y a des manifestations. Et chaque jour, des opposants sont tués. Les manifestants se comptent par millions, et surtout, des dissensions commencent à avoir lieu au sein de l'armée. Certains soldats, et notamment de jeunes officiers, répugnent à tirer sur la foule. C'est très important. Aucune révolution dans l'histoire n'a pu se faire sans l'aide de la police ou de l'armée. Ça n'existe pas. Si je me trompe, dites-le en commentaire, mais je ne crois pas que ce soit arrivé. Quand vous entendez des gens insulter la police ou l'armée et prétendre faire la révolution, sachez que ça n'arrivera pas. Que ce soit la Révolution française, russe, chinoise et tant d'autres, c'est toujours parce que les forces de l'ordre, ou une partie d'entre elles, se rangent du côté des manifestants. C'est pour ça notamment que la Commune n'a pas marché en France. Si l'armée tue les révolutionnaires, il n'y a pas de révolution. Pour en revenir à l'Iran, le Shah est affaibli par la maladie. Et les grandes puissances internationales l'ont abandonné. Il vit reclus dans son palais de Niavaran, et ça sent vraiment la fin de règne. En désespoir de cause, il joue sa dernière carte. Il ordonne à la SAVAK de ne plus tirer sur la foule, et nomme comme Premier ministre Shapur Bakhtiar, un homme qui a fait toute sa formation à l'étranger. Ce dernier demande au Shah de quitter le pays, pour une durée indéterminée, le temps que la situation se calme. Bon, on peut se douter de la suite. Si vous partez dans ce contexte-là, c'est fini.
vous ne reviendrez plus. Le 16 janvier 1979, le Shah quitte l'Iran pour l'Égypte. Il séjournera ensuite au Maroc et aux États-Unis. En Iran, Bakhtiar ordonne la dissolution de la SAVAK et la libération de tous les prisonniers politiques, notamment l'ayatollah Khomeini. Bakhtiar pense rester au pouvoir, en s'alliant avec les partisans de l'ayatollah. Mais aucun compromis n'est trouvé. Et le 1er février 1979, l'ayatollah arrive à Téhéran, où des milliers de personnes l'attendent. Khomeini prend pour résidence l'école Alavi dans le centre de Téhéran et souhaite former un gouvernement. Il ne croit pas en Shapur Bakhtiar, mais ce dernier ne compte pas se laisser évincer. Il y a donc 2 gouvernements pour un seul pays. Comment s'en sortir? Les 2 parties rejettent cette idée, mais la seule solution semble être la guerre civile. L'armée, devant ce risque de conflit, décide d'introduire le couvre-feu et le déploiement de soldats dans toutes les grandes villes. Sauf que les conflits qui divisent la société iranienne, elles divisent aussi l'armée. Une partie des soldats souhaite se joindre au mouvement de l'ayatollah Khomeini, surtout parmi les jeunes. Le 9 février 1979, un conflit armé va même avoir lieu dans plusieurs casernes du pays entre les 2 factions. Quand le peuple apprend qu'au sein même de l'armée, il y a des dissensions, c'est le bordel. Les gens sont de retour dans la rue, ne respectent plus le couvre-feu et les conflits avec les forces de l'ordre sont réguliers. Je vous disais tout à l'heure qu'il était impossible de réussir une révolution si l'armée jouait son rôle de répression. Le 11 février 1979, c'est le jour décisif. 27 généraux se réunissent et signent un procès verbal attestant la neutralité de l'armée. L'armée ne soutiendra aucun des 2 camps, ce qui favorise clairement la révolution populaire. Mais on verra plus tard que cette exigence de neutralité se retournera contre les généraux. Quelques heures après cette déclaration, les forces révolutionnaires prennent le contrôle des radios et des chaînes de télévision. Le soir même, l'ayatollah Khomeini annonce la victoire de la révolution et nomme Mehdi Bazargan Premier ministre. C'est la chute du gouvernement de Shapur Bakhtiar, contraint à la fuite, et la fin de l'empire d'Iran. On ne sait pas encore où se dirige le pays, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Khomeini qui a la main. Cette fin de régime implique 2 choses. Une grande jubilation qui touche tout le pays, qui peut enfin tourner la page. Et l'inquiétude quant à l'avenir. Qui va remporter la mise et gouverner? Il y a les religieux, bien sûr, avec l'ayatollah Khomeini. Mais il y a également les libéraux, les marxistes, les anarchistes, les laïcs. Et chaque pôle a ses sous-branches. Tout le monde veut sa part du gâteau. 2 principaux groupes vont s'opposer dans cette lutte pour le pouvoir. D'un côté, le mouvement pour la liberté du Premier ministre Mehdi Bazargan, qui souhaite un gouvernement libéral et laïque. De l'autre, le Parti républicain islamique, formé par Khomeini. Au départ, les 2 camps collaborent au sein du gouvernement, mais rapidement des tensions apparaissent et elles ne font que grandir. C'est le parti religieux qui va rétablir l'ordre dans le pays. Ceux que l'on va appeler les gardiens de la Révolution vont prendre le pouvoir dans toutes les élections locales, et ils vont également prendre le contrôle des tribunaux. Vous vous rappelez des généraux qui voulaient la neutralité? Certes, cette neutralité a aidé la révolution, mais maintenant, elle est embarrassante. Il faut une armée soumise au pouvoir. Ces généraux sont donc jugés pour trahison et exécutés sommairement. Ça valait le coup d'être neutre. Tout le reste de l'administration est purgé. Dehors les sympathisants du Shah et les timorés. Ils sont tous remplacés par des sympathisants de Khomeini, qui est tout proche du pouvoir désormais. En juin 1979, le mouvement pour la liberté, le camp de Bazargan, propose sa constitution proclamant l'Iran comme une république islamique, mais sans donner de rôle à la loi islamique. Cette constitution est refusée par le clan de Khomeini, qui souhaite que la loi et le régime politique du pays soient entièrement basés sur l'islam. L'ayatollah rédige une nouvelle constitution, qui est rapidement adoptée. Celle-ci prévoit un poste de guide suprême, chargé de contrôler l'armée et la sécurité de manière générale. Ce guide suprême peut également mettre son veto à certaines candidatures pour la présidentielle. Président qui sera élu tous les 4 ans au suffrage universel. Se sentant inutile, Mehdi Bazargan démissionne de son poste de Premier ministre. L'ayatollah Khomeini a désormais tous les pouvoirs. Maintenant, reste à voir quelles seront les réactions internationales
et surtout celle des États-Unis. Le premier motif de conflit entre l'Iran et les Américains, c'est le Shah. Parce que oui, ce dernier a vécu aux États-Unis, et il est alors réfugié au Mexique. L'Iran réclame son retour pour le juger, et probablement l'exécuter. Les Américains, évidemment, n'entendent pas bouger le petit doigt, et l'ayatollah Khomeini invite la population iranienne à manifester sa haine des États-Unis, qu'il appelle le grand Satan. C'est le jeu diplomatique, bien sûr, sauf que ça amène des étudiants iraniens à attaquer l'ambassade américaine et à prendre en otage 52 membres du personnel de l'établissement. L'ayatollah, bien sûr, apporte sa caution à cette prise d'otage. L'Iran demande le retour du Shah contre les otages. C'est simple, sauf que le Shah n'est plus aux États-Unis depuis longtemps. Il est en Égypte, où il meurt de maladie le 27 juillet 1980. 14 otages sont alors libérés, mais les autres resteront prisonniers pendant 444 jours. Cette histoire est trop longue pour être racontée dans cette vidéo. Les Américains ont tenté les menaces économiques, diplomatiques et même militaires, rien n'y fait. Les États-Unis ont décidé de ne pas attaquer et donc les menaces sont inefficaces. Il faudra attendre le 20 janvier 1981 pour que les otages puissent revenir chez eux. Les États-Unis décident en juillet 80 de préparer un coup d'État. Et pour cela, ils contactent Saddam Hussein pour encourager l'Irak à déclarer la guerre à l'Iran. Shapour Bakhtiar en profiterait pour reprendre le pouvoir. Mais Khomeini est prévenu de ce plan par des agents soviétiques français. Sauf que ça n'empêche pas la guerre d'arriver. Le 22 septembre 1980, l'Irak entre en Iran dans le but d'envahir le pays. La guerre a deux objectifs: renverser la révolution islamique et empêcher les mouvements chiites de gagner en importance dans les autres pays de la région. L'ayatollah Khomeini profite de l'occasion pour mettre en place un régime de répression des oppositions, comme au temps du Shah. Finalement, l'Irak ne réussira pas à mettre à bas le régime iranien. Mais la guerre a tout de même permis de limiter l'influence de la révolution islamique dans la région. Ce sera ensuite le soutien au Hezbollah libanais qui mettra l'Iran au banc de la communauté internationale. Si on devait faire un petit bilan de ce régime islamique, je dirais que tout n'est pas réussi. Je peux comprendre la révolution, le besoin de changement par rapport à une situation qui s'apparente à une dictature. Mais parfois, la nouvelle donne est pire que l'ancienne. La réelle opposition n'existe pas, puisque le guide suprême peut décider si oui ou non un candidat peut se présenter à l'élection présidentielle. La censure, la répression et les violences sur les opposants sont au moins aussi fortes que du temps du Shah. Évidemment, toute personne ayant une autre religion que l'islam est mise au banc de la société, voire pire. Pareil si votre vision de l'islam est un peu différente. Mais c'est surtout la place des femmes en Iran qui a le plus souffert de la révolution. On a régulièrement l'écho de femmes iraniennes battues, emprisonnées ou tuées, simplement pour essayer de vivre libre. Officiellement, l'Iran rappelle régulièrement le rôle éminent de la femme dans la société, et toute son importance dans les familles. Mais dans les faits, elles sont considérées comme des sous-êtres. Et je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. La place des femmes dans l'ancien régime n'était peut-être pas idéale, mais aujourd'hui, c'est bien pire. Quelle histoire! Voilà comment se passent les révolutions. Abus, répression, propagande, opposition, manifestation. Et parfois, cela est impossible à contenir. Et les régimes changent. Vu l'histoire de la région et le désordre qui y règne, il n'est pas impossible qu'on y voit un nouveau changement de régime. On l'a vu récemment en Syrie avec la chute de Bachar el-Assad. Vidéo un peu plus longue aujourd'hui sur un sujet pas forcément facile à aborder, étant plus proche de nous. Je n'ai plus de voix, mais on espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.